s'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, c'est Léon Blum, en pensant qu'on a appelé Front populaire une alliance électorale qui permettra de donner 300 circonscriptions à LFI. Et donc, il y a des gens qui ont assumé de ne pas condamner l'antisémitisme. C'est pas ça, le Front populaire. Comment je vais m'en sortir? Je précise que je ne vais parler ici que du Front populaire historique, celui des années 30. Quant à la question de la France insoumise et de l'antisémitisme, je vous renvoie à 2 articles récents écrits par des historiens à la fois opposés et complémentaires. Ils sont davantage experts de la question. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à quel point le Front populaire fait l'objet actuellement de toutes les manipulations. On a bien sûr d'abord les membres de la coalition de gauche qui surjouent la carte de l'identification avec le Front populaire originel, jusque dans cette affiche extrêmement célèbre, détournée et reprise dans les manifestations récentes, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes historiques. Les contextes se font peut-être écho, mais ils sont tout de même assez différents. On a aussi eu cette tentative de faire passer Léon Blum pour un amateur débutant en 1935-36, alors même qu'il dirigeait le groupe socialiste à l'Assemblée nationale depuis 1919, quasiment sans discontinuer. Mais la manipulation la plus grossière revient à celles et ceux qui veulent faire du Front populaire originel une alliance de partis politiques de gauche, somme toute assez raisonnable et partageant un grand nombre de valeurs communes. Le Front populaire s'est constitué véritablement en 1935 en agglomérant 3 partis politiques, à savoir le Parti communiste français, la SFIO et le Parti radical. Ce dernier parti, dans les années 20 et 30, était au cœur de l'échiquier politique, ce qui lui donnait une importance considérable. On y trouvait une aile gauche, une aile droite, mais parmi les valeurs communes qui rassemblaient tous les radicaux, il y avait, retenez bien, la défense de la propriété privée, du libre-échangisme. Certains étaient favorables à une régulation, d'autres beaucoup moins, mais ils étaient capitalistes. Et ces radicaux ont fait alliance avec les communistes de, non pas Fabien Roussel, mais Maurice Thorez, dont les discours sont ouvertement léninistes et révolutionnaires. Il y a eu une inflexion, parce que de 1938 à 1934, la ligne du Parti communiste, qui était dictée par Moscou, c'est-à-dire Staline, était la ligne classe contre classe. Ce qui fait que les communistes français, d'ailleurs, vomissaient les socialistes qu'ils qualifiaient de socio-fascistes. À partir de 1934, et notamment du 6 février, qui a vu des manifestants d'extrême droite converger vers la Chambre des députés, ce qui a été interprété par une large partie des personnalités politiques françaises comme une tentative de coup d'État, le Parti communiste français abandonne le classe contre classe, privilégie la création d'un front unitaire des forces de gauche contre le fascisme. Les discours des communistes se font de moins en moins insurrectionnels, mais Thorez n'abandonne pas son idéal repoussé à plus loin de dictature du prolétariat, suppression de la propriété privée, etc., etc. Le Front populaire qui se constitue en 1935 associe des partis politiques diamétralement opposés, au point que des membres du Parti radical vont quitter ce dernier, horrifiés par l'alliance avec les communistes, qui se réclament encore pour beaucoup du bolchevisme. Quant à l'antisémitisme, on sait qu'il s'est déchaîné de la part notamment de la presse nationaliste et particulièrement de l'Action française de Charles Maurras, mais la gauche de l'époque n'en était pas totalement exempte, et vous allez le voir, on était au-delà de l'ambiguïté. Le journal L'Humanité, organe de presse du Parti communiste français, versait régulièrement dans l'antisémitisme économique en reprenant les poncifs de la caricature du juif pour représenter qui est un banquier, qui est un homme d'affaires. À partir de 1934, ce type d'attaque va diminuer radicalement, mais en 1940, Thorez publie Blum tel qu'il est, dans lequel il qualifiera le socialiste de reptile répugnant. Mais les attaques antisémites les plus dures, bien qu'épisodiques, viendront des radicaux et des socialistes qui, à partir de 1938, animés par leur pacifisme, reprocheront très fortement à Léon Blum d'être un va-t-en-guerre. Exemple, après la conférence de Munich en septembre 1938, au terme de laquelle la France et l'Angleterre se couchent devant Hitler et le laissent annexer les Sudètes, Paul Faure, secrétaire général de la SFIO, dira de Blum qu'il nous aurait fait tuer pour les Juifs. Le radical Delbos, ministre des Affaires étrangères du Front populaire, dira carrément « Les Juifs chassés de partout cherchaient leur salut dans une guerre mondiale ». Vous l'aurez compris, le Front populaire historique s'est constitué en amalgamant des personnalités radicalement opposées les unes par rapport aux autres qui se sont retrouvées dans un objectif commun, lutter contre la montée des fascismes. C'est cette hétérogénéité qui signera sa perte et il n'est donc pas possible de dire que